RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Quelques jours avant son départ, vous recevez le général Marietti, le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Bonjour mon général. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nicolas vient de le dire, à quelques jours de votre départ, puisque vous quittez la Nouvelle-Calédonie le 8 juillet, à l'issue d'un séjour qui est un peu particulier, il faut le dire, puisqu'il a couvert 2 référendums, ce qui n'est pas tout à fait une longueur de séjour habituelle. Oui, je m'étais porté volontaire pour commander la Nouvelle-Calédonie en sachant très bien qu'il y avait d'abord cette première échéance de 2018. C'était un peu quand même le saut vers l'inconnu. On ne savait pas comment allait se passer ce premier référendum. Et puis, au bout de 3 ans, qui est normalement le contrat initial, et la proximité du deuxième référendum qui s'est tenu le 4 octobre, eh bien, j'ai fait une année supplémentaire, ce qui est vraiment exceptionnel et non conforme, on peut dire, normalement, aux durées de commandement. Alors, il y a une autre originalité, c'est que votre successeur est déjà là depuis plusieurs mois, le colonel Éric Ségère. Voilà, donc la gendarmerie consciente des enjeux du 3e référendum, qui est vraiment un référendum de décision, avait anticipé la programmation de ce 3e et avait tenu à ce que mon successeur soit déjà présent lors du 2e référendum pour qu'il ait bien en tête la manœuvre et toutes les exigences en termes de préparation, d'anticipation, de logistique, qui sont les clés de la réussite, en fait, du bon déroulement du référendum. Alors justement, les référendums, parlons-en, puisque vous en avez couvert 2. Quelle est la difficulté principale de ces consultations ? Ben pour nous, en zone gendarmerie, c'est quand même 200 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire, avec la nécessité d'être capable d'intervenir très rapidement. Et on avait fait une manœuvre qui nous permettait d'être sur 95% des bureaux de vote dans un délai d'intervention de l'ordre de 15 minutes. Et avec une grosse capacité aussi d'intervention en cas de nécessité si la situation se dégradait. Donc tout le travail, notamment pour le premier, ça avait été pendant 18 mois, de préparer la manœuvre logistique, qui est vraiment la clé de réussite du référendum. Pour le 3e référendum, c'est exactement la même démarche. Nous avions déjà commencé à travailler sur la sécurisation de la consultation et la réussite va reposer sur la bonne arrivée des matériels, des personnels et tout ce qui est nécessaire pour faire de la sécurité et du maintien de l'ordre. Alors mon général, on va pas faire un bilan global de votre séjour, mais revenir peut-être sur quelques faits marquants. On peut pas s'empêcher de vous poser la question sur l'usine du Sud, les événements qu'il y a eu autour de Goro. Ça a été évidemment un événement important. Ça a été un événement intense pour moi, puisque il a fallu d'abord s'emparer du site. On était là le 6 décembre pour pouvoir sécuriser les entrées et puis faire face à des agressions avec le paroxysme du 10 décembre. On a vraiment une action coordonnée de véhicules qui cherchent à pénétrer sur le site. L'enjeu, c'était la sécurité des gens qui travaillaient sur place, mais également la sécurité d'un site classé Seveso. On a tout fait pour ramener toujours le niveau de violence le plus bas possible, veiller à ce que les installations soient préservées et puis identifier les auteurs. Pour moi, c'est une réussite. Très rapidement, le dispositif de sûreté a été renforcé, accompagné en cela par l'industriel, et puis la démarche judiciaire a été entamée. Aujourd'hui, plus de 60 procédures ont été établies, plus de 60 gardes à vue ont été conduites, 45 personnes ont répondu devant la justice de leurs actes, et puis il y a toujours une enquête en cours sur les commanditaires. Donc il y a une vraie poursuite de l'action de maintien de l'ordre. Mais pour moi, ça a été intense, puisque j'ai eu des personnels qui étaient exposés, qui se sont fait tirer dessus, qui se sont fait caillasser, qui ont reçu des cocktails Molotov, avec une maîtrise et un sang-froid remarquable, avec des tentatives d'interpellation qui ont parfois échoué, qui ont parfois fonctionné, mais sans que jamais, en face, on ait mis en danger les personnes.
Et l'action de la justice en même temps a été conséquente, puisque contrairement à ce qu'on peut imaginer sur le laxisme de la justice, il n'y a pas eu de pause dans ce domaine. Oui, on entend beaucoup sur ce territoire que la justice n'est pas au rendez-vous. Moi, je m'inscris bien sûr en faux. Je vois le travail qui est fait déjà par les enquêteurs, qui sont quand même les premiers éléments de ce maillon de la justice. Le nombre de gardes à vue, le nombre de déferments, le nombre de décisions. Et puis, il faut rappeler quand même que sur ce territoire, il y a 2 fois plus de personnes emprisonnées rapportées à la population qu'en métropole. Donc, quand on entend parler de laxisme de la justice, en fait, c'est faux. C'est totalement faux. Alors, la délinquance, mon général, on peut peut-être essayer d'en faire un petit bilan. Quelle est votre vision des choses ? Alors on entend beaucoup dire aussi qu'il y a une explosion de délinquance sur le territoire. Lorsqu'on regarde de manière froide les statistiques, on voit que la courbe de la délinquance depuis une dizaine d'années suit de manière tout à fait parallèle la courbe de la population. Et avec le recensement de 2019, on s'aperçoit que la population de la Nouvelle-Calédonie stagne, voire baisse légèrement. Et on a eu exactement la même inflexion dans le domaine de la délinquance, notamment des atteintes aux biens, un cambriolage et vol de véhicules, sur les années 2019-2020. Donc ça c'est déjà un premier constat. Alors c'est une délinquance qui reste supérieure à la métropole sur les atteintes aux biens, 1,7 fois par rapport à ce qui se passe en métropole. C'est une délinquance qui, sur les atteintes aux personnes, a la caractéristique d'être une violence non crapuleuse. Ce n'est pas pour s'approprier des biens, ce n'est pas pour faire... Il n'y a pas de vol à main armée non plus. En revanche, les violences, elles sont sous l'emprise de l'alcool, du cannabis et dans le milieu intrafamilial. Et ça a été un marqueur profond. Autre marqueur de cette délinquance, beaucoup de mineurs impliqués. On est presque, sur les 6 premiers mois de l'année, on est presque un auteur sur 2 de vol de véhicules qui est un mineur. Donc ça c'est une caractéristique très préoccupante sur ce territoire. Alors la délinquance stagne, mais paradoxalement le sentiment d'insécurité grandit. Oui, alors ça a été, c'est un échec de notre part. On n'a sûrement pas été assez au rendez-vous de la communication, alors que je prends la commune du Mont-d'Or où c'est le sentiment d'insécurité le plus exacerbé. On a, l'année dernière, moins 30% de cambriolage sur cette commune. Et lorsqu'on entend la population exprime un mécontentement les plus forts. On n'a pas été assez au rendez-vous, pas assez au contact. La commune s'est engagée sur le dispositif ce qu'on appelle la participation citoyenne pour que dans l'ensemble des quartiers, les personnes puissent faire remonter les informations. La commune s'est renforcée en termes de vidéoprotection, avec sa police municipale. Nous également, on a mis un dispositif dédié notamment autour de Saint-Louis. Donc on espère que ce sentiment d'insécurité va baisser et que ce sentiment correspondra plus à la réalité. On sait que les gendarmes en général sont très proches de la population en Nouvelle-Calédonie. Ce sont les premières personnes finalement qui sont au contact des habitants. Oui, lorsque je rencontre différentes catégories socio-professionnelles, je m'aperçois que le point commun, c'est bien le contact avec la gendarmerie. On est au contact des coutumiers, des éleveurs, on est au contact des commerçants, on est au contact en fait de toutes les franges de la population. C'est vraiment une gendarmerie de contact, une gendarmerie des territoires comme on veut l'être. Voilà. Et puis c'est une gendarmerie qui a cette spécificité, ce sont des militaires avec des pouvoirs de police. C'est-à-dire qu'on est capable à la fois d'être présent dans des lieux isolés, avec des horaires tout à fait atypiques, de jour comme de nuit, et puis une capacité de monter en puissance et d'être capable à faire face à des crises comme la crise de Bélep ou comme la crise de Marais, où on envoie des gendarmes de nuit dans l'inconnu, avec des durées de présence non connues préalablement. Ils savent pas forcément où ils vont dormir, ils savent pas forcément comment ils vont manger, mais ils partent parce que il y a des personnes qui sont en danger et il faut intervenir, il faut rétablir le calme. Et alors la gendarmerie aujourd'hui ne travaille pas seule, ça c'est quelque chose qu'on sait assez peu, c'est que vous avez noué un certain nombre de partenariats, évidemment avec le gouvernement, avec les institutions, mais aussi avec la CCI par exemple. Voilà, alors moi mes gendarmes connaissent leur métier, ils savent quoi faire pour être présent, pour verbaliser, pour interpeller les auteurs. Donc après, il faut, pour être plus efficace, aller chercher toutes les synergies. Ces synergies, on va les chercher avec les partenariats. Et on a eu des partenaires extraordinaires quand même sur ce territoire, des gens particulièrement investis. Je pense aux gens du gouvernement dans le domaine des violences intrafamiliales. Je pense à toutes ces associations. Je pense aussi à la Chambre de commerce et des industries qui nous a accompagnés pour le renforcement des mesures de sûreté, pour faire des diagnostics de sécurité auprès des commerçants, pour les sensibiliser. Je rappelle qu'en 2020, on fait quand même moins 30% de cambriolage dans les locaux commerciaux. C'est quand même une belle réussite.
Et puis des partenariats avec le vice-rectorat pour prévenir sur toutes les violences dans les établissements scolaires. On a mis en place le dispositif des élèves pairs pour qu'il y ait une baisse des tensions, et puis des dispositifs cohérents, notamment le mercredi et le vendredi. Et c'est grâce à ces synergies, l'expression c'est d'éviter ce qu'on appelle les angles morts ou les trous dans la raquette, et c'est là où on a vraiment augmenté notre capacité. Alors il y a un phénomène, mon général, dont on peut pas faire l'économie de parler ce matin, c'est celui de la délinquance routière qui reste un véritable fléau sur ce territoire. Oui, c'est un vrai sentiment d'échec. Pourtant, en 2020, on n'a jamais eu si peu de morts sur la route. En zone gendarmerie, 35, alors que ça faisait 10 ans qu'on était à une moyenne de 50 morts. Donc on pourrait se satisfaire de ce résultat. On verbalise à tour de bras. La gendarmerie, c'est 24 000 infractions relevées. La police et les polices municipales, c'est à peu près pareil. 50 000 sur 200 000 conducteurs. On pourrait dire que on est présent. Toutefois, peu ou pas d'évolution de la réglementation depuis 2 ans, toujours des drames. On a vu une très forte mobilisation de la population autour de la crainte du Covid. Et alors, à côté, on a depuis le début de l'année 24 morts sur les routes sans qu'il y ait aucune réaction de la population. Et ça, c'est un peu dommage. Et je pense qu'on a encore des champs à aller chercher sur l'aménagement des axes, les vitesses, les carrefours, le col de la Pirogue, enfin, tous ces points noirs que tout le monde connaît. Et je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire. Mon général, à la veille de votre départ, un mot un petit peu plus personnel peut-être. Quel souvenir vous allez garder de ce commandement qui est un beau commandement? Alors, d'abord, c'est le summum des commandements que puisse avoir un officier de gendarmerie, très clairement, en termes de moyens disponibles sur un territoire, d'implication, d'imbrication avec des autres institutions, avec la particularité de la Calédonie. Une population de gendarmes extraordinaire dans son engagement exemplaire. Et puis bien sûr la population de la Calédonie, qui est une magnifique rencontre pour moi. J'ai vu des gens passionnés, passionnants, des parcours de vie qu'on rencontre peu ou pas en métropole, des gens qui ont des racines très fortes. Et c'est bien pour ça qu'on peut regretter qu'aujourd'hui le discours autour du rendez-vous référendaire, d'être prisonnier entre le oui et le non, eh bien c'est pas ce qu'on vit au quotidien. On voit on a des gens qui veulent vivre en paix, qui veulent vivre ensemble, qui ont des projets, et j'espère que rapidement la Calédonie pourra passer à autre chose. En général, on ne va pas dire où vous allez puisque c'est pas encore tout à fait décidé. On sait que vous êtes un insulaire aussi puisque vous êtes corse d'origine, peut-être un petit tour du côté de votre famille. Voilà, donc un petit passage pour aller voir effectivement ma mère à Aille-Rousse, ma belle-mère aussi du côté de Tarbes, et puis ensuite nous rejoignons la région parisienne pour d'autres aventures, d'autres responsabilités, et puis toujours pour servir les citoyens et la France. Mon général, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, et puis bon vent et à bientôt. Merci à vous.